Quand un patron parle à un politique, ça se passe dans Enjeux croisés, une émission proposée par Enjeux Les Échos. Nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Le Tartre. Bonjour Jean-Pierre Le Tartre. Bonjour. Vous êtes président d'EY France. EY, c'est le nouveau nom d'Ernst & Young. Vous êtes également membre du conseil exécutif du MEDEF, en charge de la prospective. Oui. Face à vous, Jean-Marie Le Guen. Bonjour Jean-Marie Le Guen. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. J'ai envie de dire, vous êtes le ministre des relations compliquées entre le gouvernement et le Parlement. Hein ? Oui, c'est des relations normales, mais compliquées, forcément. Compliquées, donc normales. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat que j'ai le plaisir d'animer avec Yves Deray. Bonjour. Jean-Marie Le Guen, il n'y a pas dans le gouvernement Valls de ministre des PME. Est-ce que ça veut dire que ce n'est plus une priorité pour le gouvernement ? Non, je crois franchement qu'au contraire, plus que jamais, on le verra à travers les mesures qui ont été adoptées, les PME sont au cœur de la préoccupation économique. Alors on a un grand ministère de l'économie, avec Arnaud Montebourg, qui, un peu à l'image d'ailleurs de ce qui se fait en Allemagne, on a recentré Bercy sur un duopôle, d'un côté les finances et les comptes publics, et de l'autre côté l'économie dans toute son assertion, avec une autre innovation, c'est que effectivement le commerce extérieur, dont le tourisme, sont passés aux affaires étrangères. Ça a l'air de rien, mais c'est des restructurations qui, me semble-t-il, sont assez significatives, à la fois d'une orientation politique, mais aussi d'une adéquation avec l'Europe, et principalement avec notre principal partenaire, l'Allemagne. Et je pense que ça a du sens, un sens plus économique que politique, en plus. Je veux dire que la construction de ces pouvoirs est plus économique que politique. Et sur un secrétariat d'État au PME, ça aurait servi à rien, en fait ? Non, ça aurait bien évidemment servi à quelque chose, mais l'économie au sens global, ça ne peut pas être l'économie du CAC 40 ou l'économie du grand groupe. Pour tout un tas de raisons, on peut faire de différenciation malsaine à l'égard du CAC 40, mais les préoccupations ne sont pas les mêmes. Et donc la préoccupation fondamentale d'un ministre de l'économie aujourd'hui, et d'ailleurs de l'économie française, c'est de faire croître ces PME, de faire croître d'abord l'esprit d'entrepreneuriat. Ensuite, de faire que cet esprit d'entrepreneuriat trouve sa conclusion, vraisemblablement dans les TPE, PME, mais aussi, on le sait bien que c'est une particularité française, c'est tout ce qu'on appelle les ETI, ces entreprises de taille intermédiaire, qui nous font défaut énormément. Donc c'est le cœur de toute la politique économique, y compris du pacte de responsabilité qui va se dérouler, qui va libérer tant au plan social qu'au plan fiscal, remettre des marges, mais qui le fait, vous le savez, dans le temps, et dans la quantité, d'abord en direction des PME et des ETI. Jean-Pierre Le Tartre, sur cet absent, le ministre des PME, ça vous manque pas ? Écoutez, moi ce qui m'intéresse, c'est les actes. Je veux dire, aujourd'hui, la situation de la France n'est pas très facile. On a un discours que j'approuve politiquement sur qu'est-ce qu'il faut faire dans l'économie pour la faire grandir. Maintenant, il faut qu'on voit les actes. Voilà. Donc que ce soit un ministre de l'économie, un ministre des PME qui mettent en place les moyens de faire grandir, comme vous le disiez, des TPE aux PME, aux ETI, aux grands groupes, ce que j'appelle moi l'ascenseur économique, qui est en panne en France depuis de nombreuses années, parce qu'on a de très beaux fleurons de grandes entreprises, mais elles ne se renouvellent pas beaucoup. Et on a assez peu de PME qui deviennent des ETI, et assez peu de TPE qui deviennent des PME. Et donc il faut faire fonctionner cet ascenseur économique parce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse et de l'emploi. Et il y a un certain nombre de choses à faire pour créer l'écosystème favorable à cela. Alors de la même manière qu'on demandait à Jean-Marie Le Guen, est-ce qu'il ne manque pas un ministère des PME? Est-ce qu'on dit parfois que le MEDEF est trop orienté vers les grands groupes et pas suffisamment vers les PME qui sont, on le sait, Écoutez, franchement, ressources d'emploi? Je pense que vous dites c'est des on-dit. Je veux dire, il y a 800 000 adhérents au MEDEF, il n'y a pas 800 000 grandes entreprises en France, loin de là, et qui concernent beaucoup de PME, TPE. Quand vous promenez dans les MEDEF territoriaux, comme le faire Pierre, comme de temps en temps je peux le faire, et ben vous rencontrez des TPE, des PME. Je pense qu'il faut arrêter ça. Aujourd'hui, l'heure est à l'urgence. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de temps, il faut se bouger pour faire changer ce pays, pour faire que ce pays ne va pas rater le train d'une reprise. C'est ce que je fais dans le travail que nous faisons dans la prospective, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même devant nous un monde qui est en train de se changer avec plein d'opportunités.
la démographie, 3 milliards d'individus d'ici 2025 auront un niveau de vie moyen, en plus, 3 milliards en plus, les enjeux de la technologie, les enjeux de la transition énergétique, il y a les nouvelles. Et tout ça, non mais attendez, c'est quand même important si vous voulez. Aujourd'hui, fondamentalement, ce qui est très important de dire, c'est que on a en face de nous un monde qui est en train d'évoluer positivement, qui est en train de créer de la valeur ajoutée et de la richesse. Et le risque aujourd'hui pour la France, c'est de ne pas monter dans ce train-là. Et c'est ça, et c'est pour ça. Et l'intérêt des mesures, et la raison profonde pour lesquelles il faut faire des changements, il faut faire changer ce pays, c'est parce qu'il y a un avenir possible de création de richesse et de plein emploi. Oui, je ne sais pas si ça va bien dans le monde, parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire, à la fois sur l'absence de régulation, notamment dans le domaine financier, sur les inégalités, sur le fait que des pays qui sont considérés, ou qui étaient considérés comme des Eldorado il y a encore un an et demi, sont aujourd'hui des pays dont l'économie stagne. Mais en tout état de cause, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des opportunités très grandes pour notre pays. À une condition, c'est qu'on considère cette mondialisation non pas comme une fatalité qu'il faudrait accepter, dont il faudrait accepter des règles qui sont en fait des règles imposées souvent par un certain nombre de partenaires, ce qu'on a appelé en gros le monde anglo-saxon, qui peut arriver avec des règles qui ne sont pas toujours respectées quand il s'agit d'eux-mêmes, mais qui veulent aller trop loin sans doute dans... il faut du patriotisme économique pour eux, mais pour nous, c'est une banalité de dire que, par exemple, le libre-échange aux États-Unis n'est pas toujours la meilleure des choses les plus partagées. Il y a chez eux une volonté de souveraineté qui fait que d'ailleurs un certain nombre de nos entreprises ont du mal à atteindre les marchés, à commencer par les marchés publics. Donc ce discours, il y a un certain type de discours anglo-saxon qui est, j'allais dire, de nature... hégémonique, une vocation à conquérir à la fois des marchés et des cerveaux. Ça ne veut pas dire que la mondialisation n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il y a une réalité à prendre en compte. Moi, je me suis occupé, quand j'étais parlementaire, notamment des relations avec la Chine, donc je sais qu'elle est très demandeuse d'échanges commerciaux plus développés, y compris, je l'espère, plus équilibrés entre nous et la Chine. Donc, la mondialisation, c'est un peu une guerre dans laquelle la France ne peut pas être dans le déni, mais elle ne peut pas être non plus dans l'acceptation passive. Donc, il faut combattre. Ça part d'un diagnostic. Je crois qu'on a avancé sur les idées du diagnostic. Ouais. Il y a des points communs. C'est quelque chose qui a évolué de ce point de vue. Et puis après, il y a une politique à mettre en œuvre. Je voudrais revenir sur 2 points que vous avez cités, souveraineté et diagnostic. Je suis absolument d'accord avec vous que pour rentrer dans cette mondialisation, il faut rentrer à armes égales. Et pour rentrer à armes égales, il faut créer des entreprises, des acteurs économiques qui ont une taille suffisante pour jouer le jeu mondial, en fin de compte. Et au fond, en France, on en a quelques-uns, et tant mieux, dans des domaines extrêmement porteurs comme l'environnement, l'agroalimentaire, le luxe, l'énergie, les transports. Seulement, on voit que cette taille-là, aujourd'hui, il faut encore qu'elle monte par rapport à l'enjeu mondial. Et c'est vrai que là, au fond, ce qui va nous a manqué, c'est un peu d'Europe. Puisqu'on a les élections européennes bientôt, il faut qu'on ait des grands acteurs européens. Et on peut peut-être regretter qu'au fond, dans l'histoire, l'Europe a plutôt cherché à être sûr qu'il y ait une bonne concurrence à l'intérieur de l'Europe, plutôt que de chercher à construire des grands acteurs mondiaux. Non, mais on le paye aujourd'hui, parce que si vous voulez, la question de la situation d'aujourd'hui, c'est le temps pour rattraper le retard. Vous n'allez pas créer des acteurs mondiaux l'année prochaine, ou même à la fin du quinquennat. Quand vous parlez des ETI, on ne va pas créer les 3000 ETI qui nous manquent comme ça en 2 ans de temps. Et donc on a aujourd'hui un déficit qui fait qu'on doit mettre des mesures exceptionnelles pour aller au plus vite, combler le retard. Et sur l'Europe, c'est un point. Et si je puis me permettre, le deuxième point sur le diagnostic, je suis absolument d'accord avec vous sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, une des grandes chances de la France, c'est un meilleur partage du diagnostic sur le coût du travail, sur les dépenses publiques, sur la fiscalité. Aujourd'hui, il y a un certain consensus. Sur les relations sociales aussi. Il y a un consensus sur lequel on peut bâtir effectivement un plan d'action, mais qui doit être vigoureux parce qu'il y a urgence. Oui, un mot pour revenir justement sur... J'essayais de critiquer cette idéologie qui nous a un peu retardés. Je ne dis pas qu'à gauche, pour dire les choses très concrètement, et dans le monde social, il n'y a pas eu une vision très négative de la mondialisation, et surtout avec l'idée qu'on pouvait s'en abstraire et qu'on pouvait rester dans des frontières de type...
Oui, je parle à l'imparfait. Dans la majorité d'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que ça existe encore, cette vision-là? Je pense que cette vision-là, je ne la confonds pas avec l'idée d'avoir une vision combative et une préoccupation de souveraineté. Et il n'y a aucune raison d'avoir un abandon de souveraineté. La question est de savoir si l'on peut être dans le déni de la mondialisation. Le déni de la mondialisation a existé, existe encore pour partie, mais je pense que cette idée est de plus en plus quelque chose qui est passé. Peut-être d'ailleurs on a les uns et les autres affiné notre pensée. Mais de l'autre côté, donc d'un côté à gauche, une certaine forme de déni de la mondialisation, et de l'autre côté à droite, une volonté d'abaisser complètement. Les thèses de la Commission européenne sur la concurrence à tout prix a été effectivement importée par une idéologie, je l'appelais tout à l'heure anglo-saxonne, c'est peut-être un peu simpliste, mais qui a abouti à ne pas avoir une véritable préoccupation industrielle européenne. Alors, de ce point de vue, là aussi, faisons un petit peu de notre mea culpa. C'est vrai aussi qu'on n'a peut-être pas suffisamment pensé bien, à certains moments, dans certaines filières, à avoir une construction de nature européenne. On a traîné les pieds. Parfois même par une souveraineté mal placée, parce qu'on peut avoir aussi une stratégie de souveraineté lorsqu'on est sur une économie de niche, lorsqu'on est véritablement leader et qu'on pense qu'on peut pouvoir se développer pour partie. Ne soyons pas, par définition, pro-européens, mais par contre, ne nions pas la nécessité d'avoir une dimension européenne pour un certain nombre de nos grands groupes. Cela dit, s'agissant de l'emploi, s'agissant de la valeur ajoutée, n'ayons pas une vocation à brider nos groupes du CAC 40, mais en tout état de cause, soyons attentifs à ce qui se passe dans le terreau de nos terroirs, c'est-à-dire ces fameuses PME, ces fameuses ETI qui peuvent croître. Et là, il y a une préoccupation un peu nouvelle, je crois, qui est en train de se faire jour, avec des idées, double idée. D'abord des activités économiques où on essaye, la BPI, l'action sur les banques, des pouvoirs publics pour inciter au crédit pour ces PME. Et puis aussi un climat social, l'accord de l'ANI, qui fait qu'il y a une véritable préoccupation de créer aussi dans ces PME une atmosphère sociale où on n'est pas, qui n'était pas complètement à côté du progrès d'une part et où finalement il y a au contraire une fusion encore plus grande entre le salarié et le chef d'entreprise parce qu'il y a des lois de cohésion sociale en quelque sorte qui se mettent et qui protègent les deux parties. Juste une petite question. Avec plus de flexibilité. Selon d'être court, juste, Jean-Marie, oui, sur cette question pour prolonger un peu ce qu'a dit tout à l'heure Laurent Guez. À propos de votre majorité, vous dites maintenant on n'est plus dans le déni de la mondialisation. Il y a chez les écolos, notamment chez les Verts, la décroissance, la dénucléarisation, la démondialisation, j'ai du mal à le dire, etc. Tous les D, là, ils restent malgré tout présents. Est-ce que vous considérez encore... Ils n'y sont plus beaucoup, vous avez remarqué. Est-ce qu'ils ne sont plus dans la majorité, justement? Ou est-ce qu'ils y sont encore? C'est une question qu'ils ont à se poser eux-mêmes. Enfin, le dernier vote, moi je suis chargé de la majorité, donc tous les éléments, qu'ils soient de groupes ou d'individus qui veulent rejoindre la majorité, ils sont les bienvenus. En attendant, pour répondre à votre question, le groupe écologique, à partir du moment où il s'est manifesté en votant contre le programme de stabilité par 12 voix, il semble faire aujourd'hui défaut à la majorité. Maintenant, c'est un problème qu'il faut leur poser à eux, pas à moi. J'aurais envie de dire, c'est pas la question qui va nous permettre de faire gagner la France. Cette question du positionnement d'un certain nombre de partis politiques autour de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui pensent qu'effectivement, on doit rentrer dans la mondialisation sans être naïf. En mettant les moyens. Je crois qu'il y a une majorité de gens qui pensent qu'il faut développer des PME, des ETI. Bon, après, quels sont les moyens qu'on met en place? Vous en avez cité certains. Je pense qu'effectivement, il faut ajouter deux choses sur lesquelles vous avez commencé de travailler. C'est la simplification. Quand on interroge les chefs d'entreprise français, ou même quand nous interrogeons aussi, en tant qu'EY, qu'on fait notre étude sur l'attractivité, les chefs d'entreprise étrangers, première chose, la France, c'est complexe. Et on a peur d'être pris un peu dans un champ de complexité dont on ne saura pas se sortir. Donc, la simplification est un enjeu extrêmement important et
peut ne pas entraîner des coûts aussi pour le budget de l'État fort. Ça veut dire que le choc de simplification de François Hollande, pour l'instant, vous êtes un peu déçu, ça avance pas assez vite. Écoutez, on le supporte, hein, le choc de simplification, hein, bien sûr, on veut toujours aller plus loin. Hein. Supporte, vous voulez dire on le soutient, hein. Oui, soutien, oui, pardon, excusez-moi. On le soutient. Donc il existe. On le soutient, il y a des mesures qui ont été proposées, il faut encore aller plus loin. Je sais qu'il y en a plein derrière. Hein, donc le président lui-même est intervenu très récemment pour dire qu'il n'était pas satisfait de ce qui se faisait et qu'il fallait que le principe selon lequel l'administration ne répond pas pendant un mois, par exemple, soit véritablement appliqué. Alors que spontanément, l'administration revient en disant oui, mais non, là, c'est pas possible, etc. Et donc, il y a une véritable engagement du président de la République. Et il faut des faits concrets tout de suite. D'ailleurs, je pense qu'ils ont pris des mesures qui pouvaient être d'application rapide pour sentir effectivement qu'on va sur la bonne voie du choc de simplification. Deuxième point, quand même, qui est important, qu'il ne faut quand même pas oublier, hein, c'est quand même la question de la fiscalité des entreprises. Et quand je parle de la fiscalité des entreprises, la fiscalité du capital aussi. Souvent on distingue la fiscalité des entreprises versus la fiscalité personnelle. Je pense que c'est souvent l'argent personnel qui permet de financer les entreprises. Et donc il y a un lien entre fiscalité des entreprises et fiscalité du capital. Et là, on a, depuis des années, pas que depuis 2 ans, depuis des années, j'ai envie de dire, et ça peut peut-être choquer un certain nombre, c'est qu'on a surtaxé le capital par rapport au travail. On a surtaxé le capital, ce qui fait qu'effectivement, il y a eu moins de financement du développement des entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes, ou même aussi moins de structuration, d'actionnariat de référence dans les grands groupes. Est-ce que dans la deuxième phase du quinquennat, il faut baisser la fiscalité sur le capital? Oui, d'ailleurs, c'est tout à fait prévu dans les engagements du pacte de responsabilité, puisque, comme vous le savez, la C3S va être progressivement supprimée. La taxation extraordinaire sur l'IS, qui a fait que sur l'impôt sur les sociétés, où nous sommes aujourd'hui à 38%, sera ramené à 33%. Ça dégage des capacités. C'est quand même l'impôt sur les sociétés, c'est la taxation. Alors après, il y a la fiscalité personnelle du capital. Oui, mais alors justement, mais même si, moi, je suis plus prudent que vous sur cette affaire-là. C'est-à-dire que je pense que, premièrement, ce que fait la gauche aujourd'hui, depuis 2 ans, c'est que, et à la différence du tournant de 83, qui avait été un tournant où il y avait eu un plan de rigueur très fort, plus fort que celui qui a lieu aujourd'hui, mais où, en gros, ça avait été mis entre parenthèses, c'était la formule de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un retour à bonne fortune, c'était un moment. Bon, je pense que dans le discours de François Hollande du 14 janvier, il n'y a pas cette précaution de langage. Et il y a l'idée qu'on doit aller vers une harmonisation fiscale en Europe, on doit baisser, on doit augmenter quelque part la marge des entreprises, on doit baisser le coût du travail. Non pas que ce soit la seule façon d'avoir de la compétitivité et de l'attractivité, ce serait une erreur de ne pas considérer tout ce qui est hors coût, mais il y a cette reconnaissance-là. Par contre, ceci n'est pas possible aujourd'hui simplement pour qu'il y ait, le Premier ministre l'a dit, une augmentation des dividendes. C'est-à-dire que la rentabilité du capital dans notre pays n'est pas aujourd'hui la base première. Et deuxièmement, la fiscalité des individus, fussent-ils porteurs eux-mêmes du capital, doit être distinguée. Et les choses ne peuvent pas, on ne peut pas faire cette égalité, me semble-t-il, qui existe trop souvent, effectivement, parfois dans les discours du MEDEF. En tout cas, j'avais été très frappé que dans les campagnes internes du MEDEF, alors chacun a son populisme, je le comprends bien, et parfois il faut se radicaliser sous son électorat. Mais je vous laisse ces propos. Voilà. Mais l'ISF était l'élément essentiel, la lutte contre l'ISF était évidemment l'élément essentiel de notre politique économique, à entendre certaines campagnes au sein du MEDEF. Je ne le crois pas. Il y a là une assimilation entre détenteurs de la richesse, rémunération du capital et entreprise, qui est toujours un problème. Si on veut que les Français adhèrent à une certaine forme d'économie de marché où l'entreprise a pleinement sa place et soit reconnue comme telle, alors il faut accepter la différenciation entre l'entreprise et le capital, et entre le capital et la personne qui bénéficie du capital. Je pense que c'est un acquis qui doit être la base d'un compromis, d'une vision économique de la société. Je pense, Monsieur le Ministre, qu'il y aurait des sujets de discussion sur ces points-là. D'abord, sur l'histoire d'augmentation des dividendes, et même vous auriez pu ajouter de modération salariale, les débats qui sont actuellement. Moi, je suis personnellement convaincu que les efforts qui doivent être faits aujourd'hui
par la sphère publique pour baisser les impôts. Je l'idée de modération salariale. Oui, oui, oui. Non, mais je rajoutais parce que c'était dans le débat. Non, mais vous avez raison. Et donc, les aspects de baisse de dépenses publiques, de baisse de la fiscalité, de compétitivité, etc., là où je suis absolument convaincu, c'est qu'effectivement, il faut les mettre au service du développement des entreprises et de la création d'emplois. Et donc, l'investissement, la création de parts de marché complémentaires pour créer des emplois. C'est ça la priorité, parce qu'il faut sortir la France et faire gagner la France et les entreprises. Ça, là-dessus, aucun problème. En revanche, attendez, je peux dire un petit mot sur le capital. Je pensais que vous aviez fini votre idée. Non, non. Le deuxième point sur le capital, mais le débat serait long. Mais si vous voulez, il faut favoriser l'épargne vers les entreprises. Il faut quand même, on est le seul pays qui a un si faible taux d'épargne qui va vers les entreprises. Et quand vous parlez de l'ISF... Jusque-là, je suis d'accord. Oui, mais si vous dites ça, il faut bien qu'il y ait un peu d'incitation. Alors, on fait un PEA, PME. Très bien. C'est un bon pas. Mais voilà, ça fait des années qu'on... Alors, on a le PEA tout court aussi, qui était un élément. Mais quand vous parlez d'ISF... autour de l'assurance je ne voudrais pas rentrer sur le débat sur l'ISF, parce qu'effectivement, il y a une connotation. Quand je parle de diagnostic partagé, on va dire que sur ce point-là, le diagnostic n'est pas partagé. On peut le dire. Mais sur ce point-là, je pense que franchement... si je ne pense pas que l'ISF soit un impôt très génial, franchement, par ailleurs, je pourrais un jour, si on avait le temps, vous démontrer le mal qu'a fait l'ISF au tissu économique français dans la réalité. Mais au tissu industriel, je ne parle pas aux chefs d'entreprise, aux personnes physiques, au tissu industriel de ce pays. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des conséquences négatives, tout ça est assez exact, même si, vous le savez, l'outil de production n'a pas été touché, etc. Oui, dans certaines conditions, cher monsieur. Dans certaines conditions, monsieur le ministre, dans certaines conditions. La faiblesse du capitalisme français est une tradition qui ne remonte pas à l'ISF. C'est-à-dire le goût français pour le patrimoine immobilier, le goût français raison de plus pour prendre des mesures qui vont dans l'autre sens. Alors, il aurait fallu avoir peut-être à ce moment-là une fiscalité plus forte sur... il faudrait d'ailleurs peut-être y réfléchir. C'est un bon sujet de réflexion qu'on pourrait avoir en commun. Étant donné que les acteurs économiques que vous représentez, le gouvernement que je veux défendre, nous sommes tous aujourd'hui contre l'idée de la rente. Ouais. La prise de risque, l'activité. Exactement. D'accord ? On est d'accord sur ces valeurs. À partir de ce moment-là, on pourrait se poser la question de savoir si, par exemple, dans notre pays, la rente foncière n'est pas aujourd'hui trop élevée. Elle pèse aussi bien sur les salaires, sur le pouvoir d'achat des salariés, qu'elle pèse sur le capital, dans la mesure où une partie trop importante... D'abord parce que ça coûte cher aux entreprises, et deuxièmement, parce qu'une partie trop importante du capital va se fixer sur ce type d'épargne. Bien. Donc peut-être un jour avoir une réflexion là-dessus, ce qui pourrait nous décoincer sur la problématique de l'ISF, parce qu'il est assez vraisemblable que l'entrepreneuriat, l'actionnariat, l'ISF de ce point de vue, quand vous êtes dans des startups, vous êtes en partie défiscalisé, eh bien ce sont des choses avec lesquelles on peut adhérer, à condition que ce ne soit pas l'économie de la rente. Voilà, je suis d'accord avec ce point-là, mais voyez la complexité. C'est bien parce qu'on a créé cet ISF et qu'on en a vu les conséquences négatives, qu'on a créé plein de choses tout autour, d'une complexité comme l'ISF PME pour défiscaliser, etc., des outils complexes, parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'il y a des éléments négatifs sur le tissu encore, je ne parle pas uniquement sur le capital ou sur la fortune des chefs d'entreprise, sur le tissu industriel et d'entreprises de services de ce pays. Jean-Pierre Le Tartre, vous demandez toujours plus à votre interlocuteur qui représente le gouvernement, mais si on fait les comptes... Je vais vous arrêter. Nous aussi, nous demandons plus. Moi, je pense... Plus d'emplois, plus d'investissements. Exactement. J'ai pas encore posé ma question. Notez bien que j'ai pas encore posé ma question. Je vous arrête quand même, si vous le permettez. J'ai envie de vous dire, la question n'est pas de demander toujours plus. On a des choses à faire au niveau de l'État. La sphère publique, il y a des choses à faire au niveau des entreprises. Si on veut s'adapter au nouveau monde, si on veut faire une France qui gagne, si on veut faire une France du plan d'emploi, c'est pas seulement l'un qui doit bouger, c'est les deux. Bah, c'est l'entreprise. Responsabilité finalement. Oui, mais c'est ça qui est important. Et moi, je peux vous dire que chez l'entreprise, il y a beaucoup de choses. Dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire pour s'adapter au nouveau monde, pour s'adapter à l'évolution, par exemple, de la gestion des ressources humaines, les questions d'épanouissement des hommes sont les sujets cruciaux sur lesquels on travaille au MEDEF, justement, parce que les choses évoluent. Et si on veut les entreprises formantes, elles vont d'abord passer par des hommes et des femmes épanouis. Pour autant, Jean-Pierre Le Tartre, est-ce que vous n'avez pas obtenu finalement plus en 2 ans de Hollande qu'en 5 ans de Sarkozy? Vous, patron? Moi, j'ai pas fait les comptes. Écoutez, franchement, je vais vous dire, il y a eu des choses positives, effectivement, dans les discussions depuis, au fond, post-rapport gallois, on va dire, si on prenait. Mais c'était quand même après l'accumulation d'un certain nombre de choses négatives. Donc, vous vous rappelez, on avait dit avec le CICE, quand on faisait nos calculs, on en revenait à peu près, dans certains secteurs, c'était toujours déficitaire, dans d'autres secteurs, ça compensait un peu. Donc, je pense qu'il y a un élément positif. Moi, ce qui me semble important, et je le dis,
complètement indépendant pour le dire, c'est que le discours, les messages qui sont passés, que l'entrepreneur est au centre du redéveloppement de la France, que l'entreprise et c'est celle qui crée la richesse et de l'emploi, qu'il faut créer un écosystème favorable pour faire grandir nos entreprises, tout ça, c'est parfait. Et je dirais, tant mieux, parce qu'on peut avancer sur les choses. Maintenant, il faut avancer. Et mon point, c'est le rythme des mesures. Et je dis, et je me permets de vous le redire, Monsieur le Ministre, c'est qu'il y a urgence. Moi, je me promène à l'étranger, je rencontre, je vois l'image que nous avons. Il y a urgence à montrer effectivement que la France a changé de route, parce que, ne serait-ce que de changer l'image, ça va déjà faire changer le regard des investisseurs. Et il y a vraiment, vraiment urgence. Mais je le concède, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été favorable à ce que le gouvernement soit à l'offensive sur ces questions-là, et très choqué parfois par un certain nombre de nos compatriotes qui, au prétexte de défendre leur patrimoine, souvent à l'étranger d'ailleurs, vont tenir des discours qui étaient du French bashing, parce que rien n'a été autant porté... Le French bashing, quelques anglo-saxons encore une fois, sans que je fasse de fixette là-dessus, mais beaucoup de Français l'ont vraiment, parce qu'il y a, de la même façon qu'une certaine gauche fait l'assimilation brutale que je condamne, et que je critique, entre l'entreprise et le patron, j'allais dire qu'une certaine droite, ou plus exactement certains milieux sociaux, font une assimilation exagérée entre le patrimoine du patron et l'entreprise. Donc c'est un peu en miroir. Jean-Marie Le Guen, une certaine de campagne de François Hollande, on se souvient, 75%, n'avait pas aidé non plus. Non, mais attendez, les 75%, ça touche en quoi? Ça touche les patrons dont parlent les responsables du MEDEF, ça touche 5 ou 6. Ça avait été quand même assez catastrophique. L'image, c'est bien pour ça que l'effet d'image a été assez grave, en fait, pour au fond un impact in fine assez faible. Oui, mais bon, vous êtes aussi amené à un moment, si vous voulez, la France est comme ça aussi. Je reviens à la Chine, on accepte des degrés d'inégalité absolument extraordinaires. C'est le résultat merveilleux de la gestion du Parti communiste. Mais je vous laisse ces propos aussi. C'est des faits. Je crois que je ne vous pousse pas à voter pour autant communiste pour arriver à ce degré. Vous inquiétez pas. Je peux vous rassurer. Bon, mais je constate que le plus fort inégalité qui existe vraisemblablement, et d'ailleurs les dirigeants chinois s'en préoccupent, existe par exemple dans ce pays. Je conçois ça. Mais le français n'est pas comme ça. Il a une conception de l'égalité, et il faut faire avec ce qui sont les valeurs de notre peuple, son système politique et social. Et donc c'est pour ça que cette taxe avait aussi été le symbole. Mais par contre, je ne vais pas être plus long, parce que je vois que vous nous posez d'autres questions. Ne faisons pas l'assimilation que faisait François Hollande quand il parlait contre la finance, il ne parlait pas contre les entreprises. Et beaucoup aujourd'hui lui reprochent ce pacte de responsabilité au nom de son discours du Bourget, alors que le discours du Bourget, il était contre la rente, il n'était pas contre l'entreprise. Je crois qu'il nous reste 2 petites minutes, et donc on avait prévu de vous poser à chacun une question un peu plus personnelle. Vous, Jean-Marie Le Guen, on le sait depuis des années, vous travaillez sur les questions de santé, vous vous prépariez à être, d'une certaine manière, ministre de la Santé, et puis vous voilà heureux comme secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, mais cela étant, est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment qu'aujourd'hui la santé est un peu le parent pauvre de la politique de ce gouvernement ? On en parle un petit peu pour faire des économies, et puis il n'y a pas de grande réforme au fond. Non, la santé est vue globalement par la société française d'ailleurs, peut-être plus que d'autres. Les Américains sont plus avancés quand ils parlent de santé, les Britanniques aussi. Mais les Français, et pas le gouvernement, la société française, le MEDEF, les syndicats, etc., parlent mal de la santé, ils n'en parlent qu'à travers l'assurance maladie. Et je pense que c'est vraiment un non-sens. Vous parliez de bien-être dans l'entreprise, on pourrait parler de productivité, on pourrait parler d'espérance de vie, d'inégalité, de vieillissement. Et toutes ces questions-là, elles sont souvent abordées à combien tu me donnes, combien je te donne. C'est pas le sujet principal. Le sujet principal des gens, c'est la santé, c'est pas l'assurance maladie. Et je trouve que d'une façon générale, je vais répondre comme cela à votre question, on parle pas assez de santé, on parle trop d'assurance maladie. Alors évidemment, je crois moi que l'assurance maladie est un des vecteurs importants de la santé, mais ce n'est pas le seul, et on est trop focalisé sur ces questions. Quant à vous, Jean-Pierre Le Tartre, vous avez travaillé avec le MEDEF sur France 2020. À titre purement personnel, là, c'est pas vos projets, c'est pas vos demandes, c'est pas vos calculs. Vous la voyez comment, cette France en 2020 ?
Moi, je pense que... Racontez-la, décrivez-la. En une minute, ça va être compliqué. Est-ce qu'elle va mieux qu'aujourd'hui? Oui. Non, mais attendez, la question, c'est pas de faire un pronostic sur comment va la France en 2020. La question, c'est de se dire, quelle vision on peut avoir pour avoir une France qui va mieux, où il y a plus... Pas ma question. Si, parce que... Est-ce qu'on va le faire? Moi, c'est ça que je vous demande. Est-ce qu'on pense qu'on va y arriver? Oui, alors ça, c'est autre chose. Moi, je ne fais pas de la prospective de scientifique pour me dire, voilà, comment on va voir la France. Non, nous, on a envie d'une France comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver, nous, chefs d'entreprise? Et qu'est-ce qu'on va demander à la sphère publique dans son domaine? Parce que chacun a son domaine d'action. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous, on fait ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Parce qu'on pense, pour telle et telle raison, par rapport aux défis mondiaux, par rapport aux enjeux économiques, qu'on peut prendre des parts de marché, qu'on peut prendre une image, qu'on peut avoir une vision. Et moi, je veux une France qui gagne dans une Europe forte. Oui, j'y crois. Je vais vous dire un truc. Franchement, j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. Donc, le MEDEF, c'est une occupation complémentaire. Si je ne croyais pas, je ne le ferais pas. Jean-Pierre Le Tartre, Jean-Marie Le Guen, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro d'Enjeux croisés. Merci beaucoup.